La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, nous parlons aujourd'hui d'un géant connu dans toute la Suisse romande et au-delà, car qui n'a pas mis un jour les pieds au salon de l'automobile, au salon de la haute horlogerie, ou encore le concours hippique, Art Genève, on ne va pas citer tous les événements qui s'y déroulent. Je parle du Palais des Expositions et des Congrès de Genève, autrement dit Palexpo, et nous recevons son directeur. Claude Membré est notre invité aujourd'hui. Bonjour Claude Membré. Bonjour, Merci d'être avec nous. merci pour votre invitation. On va profiter du fait que Palexpo organise ou abrite chaque année une centaine d'événements pour faire déjà connaissance un peu avec vous au fil du calendrier de l'année de Palexpo. Alors commençons avec le CHI, le concours hippique international. Il aura lieu tout bientôt. Vous avez un point commun avec Steve Gerda, le cavalier qui a remporté la Coupe de Genève, qui s'est illustré l'an passé au CHI justement. Vous êtes tous les deux jurassiens d'origine. Alors vous êtes né à Genève, vous avez grandi aussi à Genève. Vos parents sont originaires de Courtétel, si je me trompe pas, dans le canton du Jura. Qu'est-ce qui les a amenés à la base dans la cité de Calvin ? Mais la famille de mon père est originaire de Courtétel, qui est dans le Jura, le canton du Jura actuellement, et ma mère vient d'un village qui s'appelle Cours, qui est resté dans le Jura bernois. Donc à cette époque-là, évidemment, un jurassien du Nord, catholique, séparatiste, épousant une jurassienne du Sud, protestante, conservatrice, eh bien, les deux familles avaient été aussi séparées que l'on peut imaginer maintenant des familles venant de continents différents. Donc à Noël, il n'y avait pas tout le monde. Alors ça posait pas mal de problèmes parce que c'était à l'époque de la séparation du canton du Jura du canton de Berne. Donc évidemment, c'était un peu les Roméo et Juliette de l'époque, si je puis m'exprimer de la sorte. Mais bon, à cette époque-là, dans les années 60, le canton du Jura était un canton qui était un peu à la peine, donc beaucoup s'expatriaient. Et mes parents se sont expatriés à Genève, où j'ai effectivement vu le jour. Quel genre d'enfance avez-vous vécu, Claude Membré ? Très simple et très normal, on va dire, de parents qui travaillaient tous les deux. On habitait sur la rive gauche, l'école primaire, le cycle. Vous étiez bon élève ? Oui, relativement bon élève, ouais. Le cycle et ensuite le collège Calvin, relativement parcours on ne peut plus normal. Il y a cet attachement avec le Jura. En préparant cette émission, vous m'avez expliqué y aller quand même fréquemment, y être allé quand vous étiez jeune. C'était pour voir les grands-parents, c'était pour les week-ends ? Oui, évidemment. Alors, quand les grands-parents étaient encore là, on allait souvent chez les grands-parents, quasiment tous les week-ends, on partait. Et puis, évidemment, après, les grands-parents sont plus là, mais reste la famille. La famille de mon père était 7, chez ma mère, ils étaient 5, donc c'était des grosses familles, donc beaucoup d'oncles et tantes, beaucoup de cousins. Donc évidemment, l'attachement est resté important. Et encore aujourd'hui, j'ai l'honneur de faire partie du Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur, de la République et du canton du Jura, qui a des échos un peu dans tous les cantons suisses pour fédérer finalement les idées jurassiennes actuelles, tant au niveau politique, économique, social ou culturel. Et ces relais sont un peu partout, on se voit plusieurs fois par année et c'est très intéressant. Vous êtes un ambassadeur du canton du Jura, un peu partout à l'extérieur du Jura, en fait, en Suisse. Il y a des ambassadeurs du canton du Jura un peu partout en Suisse et je suis à Genève avec un collègue, oui. Vous parlez de réunion, ça veut dire quoi concrètement, faire partie de ce conseil consultatif ? Alors c'est une dynamique particulière qui a été voulue à la création du canton du Jura, qui est dans la constitution du canton du Jura de 1978. Je vous rappelle que les Suisses ont voté pour la création d'un canton du Jura en 78, eux-mêmes en 74 pour l'autodétermination. Et dans la constitution du canton du Jura, il y a un article qui dit qu'il y a un conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur, donc des Jurassiens qui habitent en dehors du canton et qui sont sollicités parfois pour donner leur avis sur des orientations que le gouvernement souhaite prendre. Donc il y a des
des représentants un peu dans tous les cantons, pas dans tous les cantons, mais dans beaucoup de cantons. On est une vingtaine finalement à être plus ou moins ambassadeurs, comme vous le mentionnez, du canton du Jura ailleurs. Et à cela de particulier, c'est que c'est dans la Constitution, et en plus ça fonctionne toujours maintenant, bientôt 50 ans après la création du canton. On postule ou on vient vous chercher? Comment ça se passe? On vient nous chercher, et puis c'est le Conseil d'État qui nomme finalement celles et ceux qui font partie de ce grémium. Si on saute les étapes et on va en 2004, c'est l'année au cours de laquelle vous allez prendre la direction de Palexpo. Vous veniez de Forum Fribourg. 2004, on est en 2023. Vous pensiez rester aussi longtemps à la tête de Palexpo en y arrivant? Oui et non. C'est difficile à répondre à cette question. Il n'en demeure pas moins que l'activité de Palexpo est extrêmement variée. Alors oui, on fait un concours hippique chaque année. Oui, on fait un salon de la météo chaque année. Oui, on fait le congrès machin chaque année. Oui, c'est vrai, mais ce n'est jamais les mêmes et c'est toujours différent. La période est différente, les gens sont différents, l'économie est différente, la saison est différente, les intervenants sont différents, le monde a changé. Enfin, les interactions sont toutes extrêmement différentes. Donc, et puis, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'on vit toujours dans le futur, en fait. Aujourd'hui, on planifie le calendrier 25, 26, 27, 28. Le calendrier 24, c'est fini, il est fait. Il n'y aura plus rien de nouveau qui va venir, à moins d'une exception. Ça peut arriver. Souvenez-vous, la messe du pape, il y a quelques années, est arrivée aussi à 6-8 mois. Mais si, en principe, les calendriers sont faits assez longtemps en avance. C'est la raison pour laquelle on est toujours dans le futur. Donc finalement, en préparant toujours le futur, on est rarement dans le présent, ce qui nous projette toujours finalement plus loin et qui explique un petit peu cela. Et vous n'avez jamais eu la tentation d'aller voir ailleurs, ou bien est-ce qu'on vous a approché pour faire autre chose et puis vous avez décidé de rester à Palexpo? Alors oui, je dois reconnaître qu'on m'a approché pour faire autre chose à plusieurs reprises durant toutes ces années, mais j'ai souhaité rester parce que le travail que nous faisons, encore une fois, est extrêmement varié, il est extrêmement intéressant. Nous sommes au service de la population régionale, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Nous ne sommes pas une entreprise commerciale traditionnelle devant faire du profit pour renter un actionnaire. Non, notre actionnaire majoritaire, l'État, demande à ce qu'on 80%, à ce qu'on soit profitable, mais pas qu'on fasse un profit, à ce qu'on soit autonome. Donc on ne reçoit pas de subvention, il faut qu'on se débrouille tout seul. Donc on est là pour le tourisme local, les hôteliers, les taxis, les restaurants. On est là pour la population locale en accueillant certains événements. On est à la disposition de celles et ceux qui veulent fédérer Genève et sa région et son pays, voire même son continent. Et c'est tout cela a cette dynamique très intéressante. Revenons un peu à vous, Frédéric. On parlait en tout début d'émission. Tout le monde a forcément mis les pieds une fois à Palexpo. Vous, quels étaient les rendez-vous auxquels vous avez assisté avant de travailler à Palexpo? Vous aviez des marronniers chaque année, comme le salon de l'auto, on peut l'imaginer? Alors évidemment, le Palexpo était auparavant à Plein Palais. Pour les plus anciens d'entre nous, on s'en souviendra. Je me souviens d'être allé avec mes parents voir le salon de l'auto, effectivement. Là, le salon des arts ménagers existait déjà. Le salon des inventions existait déjà. Étonnamment, Télécom existait aussi déjà. Donc il y avait beaucoup de choses qui existaient déjà à l'ancien palais. Je me souviens très bien de ça. Puis après, évidemment, quand on devient adolescent ou jeune adulte, on est moins peut-être attiré par ce type de choses. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Il n'y avait pas les réseaux sociaux comme on a aujourd'hui. Et puis ensuite, on y revient. On y revient avec différents types d'activités, par intérêt ou par volonté ou par souci d'y participer. Clairement, il y a eu toutes ces périodes particulières qui ont jalonné mon existence et qui ont vu Palexpo naître en 81, là où il se trouve actuellement. Sans parler de chiffres, de pourquoi, du comment, vous qui avez connu l'avant, l'ambiance dans les foires, elle a changé ou ça reste plus ou moins la même si on met de côté toute la technologie, tout le digital, l'ambiance des gens à l'intérieur d'un salon? Alors, l'ambiance peut-être est la même, vous avez raison. Par contre, les décisions pour y participer à ces événements sont différentes. Auparavant, les marchés étaient locaux. Ensuite, ils se sont cantonalisés. Ensuite, ils se sont nationalisés. Ils se sont continentalisés, voire globalisés pour certains. Aujourd'hui, avant Covid même, on revenait un peu en arrière du global. On revenait sur le continental. Aujourd'hui, on revient éventuellement pour certaines thématiques sur le suprarégional, mais il n'en demeure pas moins qu'un salon, un congrès, un événement, quel qu'il soit finalement, c'est la mise en réseau de personnalités, d'humains que nous sommes. Un salon ne sera pas hybride.
parce que soit on est une entreprise technologique et on navigue dans ce monde digital, soit une entreprise en réel et on vit dans ce monde réel. Mais les manifestations hybrides n'existeront vraisemblablement pas. Alors je ne suis pas évidemment Madame Soleil, tout comme Parmelin, mais je pense que ça ne sera pas le cas, peut-être avec des exceptions notoires, notamment dans la Genève internationale. Parce que grâce à l'hybridation des événements, finalement, des pays qui auparavant ne se déplaçaient pas lors d'assemblées générales, par exemple, d'organisations internationales, parce qu'ils sont trop petits ou trop loin, eh bien aujourd'hui peuvent y participer de manière digitale. Donc il y a des exceptions, mais en principe, l'ambiance est la même, la volonté de réseauter les uns avec les autres, les humains que nous sommes, est la même, la volonté de se rencontrer pour différents types d'activités, que ce soit commerciales, culturelles ou sociétale, allez savoir quoi. Ça reste, mais la forme reste plus ou moins la même. Un petit clin d'œil, durant les automnales du 10 au 19 novembre prochain, il y aura, comme chaque année, le déstockage militaire. Vous avez fait l'armée, Claude Membré ? Oui. Vous en gardez un bon souvenir ? Oui, mais j'ai fait ce qu'il fallait, mais sans plus. Soldat, donc pas gradé. Si, je suis gradé, oui. Mais non, mais je rigole. Non, j'ai été pointé caporal, évidemment, mais ça ne m'intéressait pas d'aller plus loin et je me suis arrêté à sergent. Vous étiez basé où ? Dans la DCA. Un point sur votre parcours. Vous avez aussi dirigé des hôtels avant de venir dans ce monde de l'événementiel à Charmey et à Neuchâtel. C'était dans les années 2000. Vous vous imaginiez à l'époque aussi de faire votre carrière dans l'hôtellerie ou qu'est-ce qui a déclenché de passer à autre chose ? Ah oui, évidemment. Après, donc ma matu, j'ai fait l'école hôtelière à Lausanne, et puis après, évidemment, c'était une école professionnelle, donc j'ai pu faire une passerelle avec HEC à l'université de Lausanne. Puis après, évidemment, on a étudié l'hôtellerie, on part dans l'hôtellerie. Donc tout d'abord dans un groupe hôtelier à Paris en tant que contrôleur de gestion, et puis ensuite de fusion en acquisition. Enfin, je fais l'histoire courte. Je me suis retrouvé à Charmey en dirigeant l'hôtel Caillé, qui était un hôtel qui était en faillite, qui était repris par ses propriétaires. Puis dans une chaîne hôtelière dirigée par un homme qui m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu, beaucoup coaché, qui est un peu mon mentor, qui s'appelle François Ducry, qui est toujours en vie d'ailleurs et qui m'a beaucoup aidé pour lequel j'ai toujours beaucoup d'affection, que je vois encore maintenant. Qu'est-ce que vous gardez de lui ? Mais justement, cette vision du service à autrui, cette vision de l'abnégation qu'on vit dans un restaurant, dans un hôtel, qu'on vit dans le monde de l'hospitalité en général, cette vision de l'entrepreneuriat, cette vision de se prendre en charge, de mener sa barque au bout du chemin. Et au bout d'un moment, évidemment, l'hôtellerie est un métier passionnant, parfois un peu compliqué, surtout pour la vie de famille. Et à partir du moment où on croise le chemin d'une belle dame, bien, on souhaite changer de chemin de façon à mettre davantage d'emphase sur ma vie privée. C'était le cas à cette époque-là. Et puis, donc, j'ai souhaité changer de métier parce que l'hôtellerie est très prenante, surtout dans les petits établissements. Et puis, Fribourg cherchait son directeur pour construire son centre d'exposition qui s'appelle Forum. J'ai postulé et j'ai été choisi. Une dernière chose avant de passer à la deuxième partie de cette émission. On l'enregistre en ce moment, la veille de l'ouverture du GIMS, Geneva International Motor Show, qui démarre demain à Doha, au Qatar. Vous allez y aller personnellement ? Oui, je vais y aller, bien évidemment, pour soutenir les organisateurs qui ont réussi ce tour de force de décliner la marque, finalement, du Salon de Genève ailleurs. Initiative qui avait été prise évidemment déjà par le passé, mais qui a avorté pour 1012 raisons, bonnes et moins bonnes, mais que nous faisons pour d'autres événements. Nous organisons un salon des inventions ailleurs, nous organisons un salon d'art ailleurs. Donc il est normal finalement de décliner les marques ailleurs. Ça fait du sens, ça se fait pour quantité d'événements. Et puis bien évidemment le salon de l'auto qui donne son ADN à un autre événement ailleurs dans le monde, fait beaucoup de sens dans le monde des foires et salons. Et puis, je vais y aller, évidemment, pour soutenir celles et ceux qui étaient à la barre durant toutes ces dernières années. Claude Membré, on disait que vous avez rejoint Palexpo en 2004. À l'époque, je trouvais une citation de vous dans la presse. Vous souhaitiez développer des événements d'envergure pour Genève. On rappelle qu'il venait de perdre Télécom au profit de Hong Kong. Aujourd'hui, quelle est votre ambition pour Palexpo ? Palexpo est un outil
à la disposition de l'économie et du monde genevois finalement en général. La mission qui régit la création de l'entreprise, il y a bien longtemps, 50 ans, vous l'aurez compris, en 2031, c'est d'activer des événements en son sein de façon à répondre à 3 objectifs. Le premier, c'est de dégager de l'argent sur l'économie régionale en accueillant un événement. Par exemple, les retombées aujourd'hui, nous accueillons, hier, aujourd'hui et demain, le Salon mondial de la météorologie à Palexpo. Eh bien, il y a des exposants qui vendent des satellites, qui vendent des programmes informatiques et d'autres applications utiles à la météo. Eh bien, ils dorment dans les hôtels, ils prennent le taxi, mangent au restaurant, ils achètent une boîte de chocolat avant de partir, ils prennent l'avion, le train, allez savoir quoi, et donc ils dépensent de l'argent sur place. Donc, générer des retombées économiques pour la région. Le deuxième objectif, c'est de faire rayonner le nom de Genève en Suisse et dans le monde, le nom de la Suisse dans le monde également, en accueillant des manifestations à très forte valeur ajoutée médiatique. La messe du pape, on en parlait, ou alors la Lever Cup de tennis, ou alors d'autres types d'activités, le concours hippique, vous en parliez aussi tout à l'heure. Pourquoi pas ? Eh bien, c'est notre rôle aussi, en accueillant ce type d'événement, de faire rayonner notre nom, finalement, de la Suisse et de Genève en particulier. Le troisième objectif, c'est d'être au service de la population régionale. Nous sommes aussi là pour la population. Nous ne sommes pas réservés à une élite automobile, médicale, aéronautique. Non, nous sommes aussi là pour celles et ceux qui font le canton. Donc nous organisons les automnales, le salon du livre, enfin quantité d'autres événements qui sont locaux, mais de façon à ce que la population locale puisse s'y retrouver. Qui est aujourd'hui votre principal concurrent ? Alors, il y a 2 types d'activités que nous avons à Palexpo principalement. Nous accueillons des événements qui sont organisés par d'autres. Typiquement, le concours hippique est organisé par une association, le salon de l'automobile est organisé par une fondation. Ou alors, nous organisons nos propres événements. Donc, la concurrence, elle se situe à des niveaux différents. Mais pour répondre très clairement à votre question, nous sommes systématiquement, pour toute une série d'activités internationales, principalement continentales, vous l'aurez compris, avec Amsterdam, avec Barcelone et avec Vienne. Systématiquement, pourquoi nous sommes 3 villes et pas Paris ou Londres ? Alors, les grandes capitales dans le monde des foires et salons sont axées principalement sur leur marché intérieur. La France est un grand pays industriel avec d'immenses salons qui se fédèrent principalement à Paris. L'Angleterre, pareil, c'est un gros pays de commerce, on va dire en général, industriel un peu moins, mais de commerce. Donc les gros salons se fédèrent à Londres. Donc il y a d'abord une industrie locale, nationale, et ensuite continentale et globale, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc dans les grands pays, en Allemagne c'est pareil, ça se passe dans plusieurs villes, par contre, pas dans une capitale. Donc nous ne sommes pas en concurrence avec des capitales de grands pays, nous sommes en concurrence avec des villes attractives, de moyenne importance, qui ne sont pas focalisées sur leur marché intérieur. Parlons de la marche des affaires. Cette année, forcément, on doit revenir un peu sur l'épisode Covid qui a cassé complètement tout, pas simplement Palexpo, mais tous les événements dans le monde. Il y a à peu près 1 an, dans les colonnes de la GFI, vous évoquiez un bon espoir de retrouver les chiffres noirs en 2023. Est-ce que c'est le cas cette année ? Alors, je rappelle également que Palexpo a été construit en 1981 pour répondre aux besoins du salon de l'automobile. Donc, d'une manière générale en Europe, en Amérique du Nord, c'est pareil. Un site d'exposition existe parce qu'il y a d'abord un salon. Il n'a pas de chance, il n'a pas eu lieu depuis 2019. C'est ça. Donc, finalement, il y a d'abord un salon. Ensuite, d'une manière générale, les collectivités publiques investissent dans un centre d'exposition pour abriter ce salon. Et ce centre d'exposition grandit ou diminue en fonction de la taille de l'événement maman. En ce qui concerne Genève, c'est le salon de l'automobile. Donc d'abord, Palexpo a été construit à 60 000 m². Il a fallu agrandir le bâtiment jusqu'à 106 000 parce que le salon de l'auto grandissait, mais Télécom grandissait aussi à cette époque-là, souvenez-vous. Pour arriver finalement aujourd'hui à une question que l'on se pose, de savoir si le bâtiment serait pas trop grand, vu que le salon de l'auto est beaucoup plus petit. Par contre, ça vous aura pas échappé que durant toute cette période un petit peu complexe avec le monde automobile, qui d'ailleurs, un salon étant le reflet d'un monde automobile, si le monde automobile est à la peine, eh bien le salon est à la peine, ça vous aura pas échappé que nous avons récupéré des marques horlogères de prestige qui ont rejoint Genève pour le salon Watches and Wonders. Auparavant, eh bien, ces marques exposaient dans une autre ville en Suisse, aujourd'hui exposent à Genève. Donc évidemment, le salon horloger grandit en taille. Il était
d'une taille déjà très importante par le passé, avant Covid, mais grâce à l'arrivée de ces nouvelles marques, il grandit et il va grandir encore et Faut encore. préciser que c'est Donc, principalement Rolex qui a quitté Bâle et puis tout le groupe Richemont qui avait déjà un événement à Genève mais qui voit cet événement grandir de manière considérable. Mais pour ma question, 2023, ce sera une année d'équilibre pour vous grâce à ces nouveaux salons? alors, grâce à un nouveau salon, on a limité les dégâts, on va dire ça comme ça, mais malheureusement, le salon de l'auto ne s'est pas fait en 2023, comme vous le savez. Donc, évidemment, on sera encore en perte en 2023, vu que le salon d'auto aurait dû se faire et il ne s'est pas fait, alors que tous les autres salons d'auto dans le monde se sont déjà faits. On recevait Sandro Mesquita à votre place en début d'année. Il était évidemment confiant dans l'organisation en 2024 du salon. Pour vous, la réalisation de ce salon de l'auto en 2024, elle est d'importance existentielle ou il faudra un soutien particulier du public si jamais ce salon n'a pas lieu et que vous faites de nouveau une perte? Alors évidemment, nous espérons que le salon de l'auto ait lieu. Sandro Mesquita, avec qui évidemment je discute souvent, a signé son contrat de location, a payé ses acomptes évidemment pour l'utilisation de la maison. Mais ce salon 2024 sera évidemment bien plus petit que les salons que nous avons tous connus par le passé. Donc ça ne sera pas du tout la même chose. Indépendamment de cela, si le salon de l'auto a lieu en 2024, évidemment Palexpo sera dans les chiffres noirs, clairement. Une centaine d'événements chaque année hébergés à Palexpo. On le disait tout à l'heure, 8% d'événements sont des événements maison, initiés ou organisés par Palexpo. Une volonté d'augmenter ce pourcentage dans l'avenir? Alors 8%, je ne sais pas d'où vous tirez ce chiffre, parce que ça dépend par rapport à quoi. Évidemment, si on compare le chiffre d'affaires, on compare le nombre de personnes qui assistent à ces événements, on compare les mètres carrés utilisés, évidemment, ce sont des pourcentages qui sont totalement différents. Mais indépendamment de cela, vous avez parfaitement raison, c'est une stratégie que l'on poursuit. Si nous sommes, de près ou de loin, impliqués à l'organisation d'un événement, ce dernier ne peut pas quitter Genève. Par contre, si nous ne sommes pas impliqués dans l'organisation, cet événement peut partir chez nos concurrents. D'ailleurs, on vient de perdre un très beau salon pour 2025, qui va s'en aller à Barcelone. Un très beau salon organisé par un groupe mondialisé qui malheureusement quitte Genève. Dans quel domaine ? Dans les alicaments. Donc il quitte Genève malheureusement. C'est un salon qui prend 80 000 m², donc je vous laisse imaginer, c'est quasiment toute la maison. Il quitte, on ne peut rien faire. Par contre, d'autres événements, soit on les organise, soit on est partenaire dans l'organisation. C'est la même chose. Il y en a un très beau salon, par exemple, sur le façonnage pharmaceutique. Nous sommes partenaires. Eh bien, ce salon ne va pas partir, vu qu'on est impliqué dans son organisation. Donc, pour répondre très clairement à votre question, oui, c'est de notre volonté que de participer à l'organisation de salons, de créer de nouveaux événements ou se rendre, j'aurais tendance à dire, indispensable à la tenue d'un salon à Genève. Mais maintenant, si quelqu'un d'autre veut organiser un salon sans nous, il est bien évidemment le bienvenu. Si mes informations sont correctes, c'est Palexpo qui aurait initié le royaume du web devenu royaume, où on peut voir chaque année les stars du web. Ça avait lieu le week-end précédent cet enregistrement. Seulement 8 000 visiteurs cette année contre 12 000 en 2018, 15 000 en 2019. Pourquoi cet échec ? Alors là, si je savais, je ne serais peut-être pas là pour vous le dire. Non, nous avons vendu l'événement. Donc cet événement a été initié par Palexpo, clairement, dans l'idée de fédérer les acteurs du web. Mais on est à la fin des années 2010, 2017, 16, 17. On a commencé à travailler avec ça. Donc les stars de cette époque-là, aujourd'hui, sont des méga stars. Donc évidemment, ils ne viennent plus. Je pense même à certaines personnes, d'ailleurs, qui sont plus dans l'air du temps parce que impliqués dans des scandales. Mais indépendamment de cela, l'après-midi fonctionnait très bien, mais le soir fonctionnait pas bien parce qu'évidemment le jeune public vient l'après-midi mais vient pas le soir. Donc nous avons finalement cédé l'événement à une boîte de production de spectacles qui allie et le contenu vidéo et le monde du concert du soir. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu relancer l'événement. Donc, le dernier 19, on est en 23, donc ça fait 4 ans. Les choses ont changé. Le nom de l'événement a disparu dans les limbes événementielles. Donc, il faut recapitaliser dessus. Donc, c'était un redémarrage. C'était compris comme tel. C'était parti comme tel. C'était un redémarrage avec un nouveau nom. Et évidemment, l'année prochaine, ça devrait être beaucoup plus simple parce que l'événement existe à nouveau. Dernier point dans cette deuxième partie, c'est l'environnement. C'est un sujet de préoccupation de beaucoup d'entreprises. Quelle est l'empreinte carbone de Palexpo ?
Palexpo investit énormément d'énergie et d'argent depuis très longtemps dans cette dynamique de développement durable. Et nous sommes clairement les leaders mondiaux dans la gestion durable d'un site d'exposition. Si vous êtes leader mondial, quand vous devez savoir combien de CO2 vous émettez. Oui, je exemple. sais. Alors, je ne peux pas vous le dire par cœur, mais voilà, l'avez on le mesuré. sait. Et on a toute une série d'investissements qui sont programmés encore maintenant pour diminuer encore ce qui reste. Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, le pire qu'on puisse imaginer, c'est l'air frais. Donc le refroidissement de l'air. La climatisation. À ce sujet, on me racontait que pour la réunion de la Fédération des entreprises romandes, qui n'avait pas climatisé sa soirée, ça coûtait 100 000 francs pour climatiser la soirée. C'est un chiffre qui est plausible ? Non, je ne sais pas d'où ça sort. Ça n'est pas du tout comme ça qu'on calcule. En fait, le refroidissement, ça fonctionne comment ? D'abord, ça dépend de l'air extérieur. Ensuite, on prend de l'air extérieur, on le pulse dans des convecteurs dans lesquels il y a de l'air frais qui circule. Donc, on refroidit l'air afin de le pulser dans la halle. Donc, il y a eu un refroidissement, bien évidemment, pour cet événement. Aujourd'hui, ça se fait avec du gaz dans l'air conditionné, principalement. Il y a des exceptions, notamment Monaco est une exception. Mais grâce à Génilac et puis aux investissements de SIG et investissements que Palexpo fera... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est utiliser l'eau du lac pour refroidir l'air, finalement. Donc nous allons, nous également, équiper Palexpo de kilomètres de tuyaux, de façon à pouvoir, dans les convecteurs, faire passer de l'eau fraîche et ensuite donc refroidir l'air grâce à ces appareils et non plus avec du gaz qui part dans l'atmosphère. En ayant une technologie pareille dans le futur, eh bien, nous serons à même d'économiser près de 60% de notre empreinte carbone. Mais aujourd'hui, clairement, nous pouvons dire à nos organisateurs d'événements combien Palexpo a consommé de carbone et nous pouvons, grâce à nos partenaires, leur expliquer également combien eux, avec leurs participants, ont consommé de carbone, par exemple avions, voitures ou d'autres types de choses qu'ils utilisent dans leur événement pour avoir une vraie empreinte carbone. Ils peuvent compenser s'ils le souhaitent ? Et ils peuvent compenser s'ils le souhaitent, clairement. Zéro émission nette, c'est un objectif pour vous en 2030 ? Zéro émission nette, c'est un... Alors, l'Union des foires internationales, UFI, a un objectif en 2050, mais je pense que Palexpo, il sera en 2030, clairement. C'est un objectif que nous nous sommes fixés. Claude Membré, les 10 km de Palexpo, une course relais dans vos halles, ça sera le 11 novembre. Vous prendrez le départ cette année ? Non, je fais le speaker chaque année. Donc je donne le départ. Un grand rendez-vous annuel, c'est le Salon du Livre, qu'on peut citer. Quelles sont vos lectures du moment ? Alors aujourd'hui, je lis un livre que j'ai acheté au Salon du Livre cette année, écrit par une écrivaine québécoise. Le nom du livre La Nuit, et c'est Madame Lafontaine. En octobre, un rendez-vous pour les épicuriennes et épicuriens, le salon Whisky and More. Un bon malt, vous êtes preneur ? Pas trop, non. Pas trop l'alcool fort, c'est pas mon truc. On passe aussi à l'exposition féline internationale. Vous avez des animaux de compagnie ? Non. Et puis on termine avec le salon de l'auto qu'on espère voir en 2025 à Palexpo. Votre première voiture, c'était quoi ? Une Peugeot 205. Merci beaucoup Claude Membré. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau de B2B. Merci Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. Rendez-vous la semaine prochaine, à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.